Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de l'Automne du Parlement. L'émission est toujours en pleine intercession et pour parler de ces activités d'intercession, notre invité est le sénateur Jean-Marie Pomoni. Il est sénateur de la région du Centre. Pour commencer, voici les dernières nouvelles du Parlement. C'est avec tous les honneurs dus à son rang que son Excellence Mostafa Bou a été accueilli au cabinet du chef de chambre de l'Assemblée nationale par ses plus proches collaborateurs sous la conduite du secrétaire général de l'auguste institution, André Noël Essiane. Chaleureuse poignée de main ensuite avec son illustre hôte, le très honorable Kavaï Yégué Djibril, qui a récemment séjourné au Maroc. Je suis venu rendre une visite de courtoisie au très honorable président de l'Assemblée du Cameroun, suite à sa visite officielle au Maroc, sur l'invitation de son homologue marocain. Je crois que c'est son premier déplacement officiel au Maroc et je pense que cette visite contribuera au renforcement des relations déjà très solides entre le Cameroun et le Maroc. Et j'ai échangé avec le président sur les relations entre les deux assemblées, mais aussi entre les deux États qui sont le Cameroun et le Maroc. Je vous rassure, ces relations sont solides, sont pérennes et sont historiques. Ils n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Les relations sont très bonnes et sa visite du président ne fait que renforcer ces relations très bonnes et l'amitié qui existe entre le président Paul Biya et Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le Maroc et le Cameroun, deux grands pays ayant chacun d'énormes atouts, potentialités à exploiter pour renforcer les relations bilatérales et parlementaires, socle de l'amélioration des échanges commerciaux au service des intérêts des pays du président Paul Biya et du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. En visite de travail au Maroc du 23 au 25 septembre dernier, le très honorable Kavaï Yégué Djibril, qui a échangé avec le président de la Chambre des représentants, a mis en avant le rôle prépondérant joué par le Maroc et le Cameroun au niveau du continent africain, particulièrement en ce qui concerne la sécurité, la stabilité et le renforcement du développement et de la coopération sud-sud. La question foncière a toujours été au centre des enjeux économiques et sociaux dans les pays du Sud. Cette préoccupation se pose au Cameroun avec une acuité particulière. L'Assemblée nationale est préoccupée par la situation foncière au Cameroun et c'est dans ce sens que j'ai été instruit en tant que président du réseau des assurances de prendre toutes les dispositions avec les partenaires qui sont tous les jours dans l'application des actes qui concernent le domaine foncier pour qu'ensemble on essaye de toiletter les textes qui sont pour la plupart obsolètes et qu'on puisse revenir pour légiférer. Et en clair, il faut dire que nous sommes en train d'aller là vers un nouveau code foncier. La croissance démographique, bien notable ici, la poursuite de l'action étatique à travers les grands travaux, les opérations d'investissement privé et les activités agro-pastorales. Toutes choses qui exercent une pression considérable sur le foncier dans notre pays. Il faut donc faire quelque chose. C'est l'occasion pour nous de corriger, d'apporter des suggestions et des recommandations. Le Parlement est à l'écoute et le Parlement prendra toutes les dispositions dès le mois de novembre pour qu'on puisse avoir un code sur le domaine foncier, cadastral et domanial. Dans la recherche des solutions pour juguler les litiges fonciers, du reste innombrables dans notre pays, les parlementaires ont fait appel à certains partenaires au centre des transactions foncières et immobilières. Il doit y avoir une loi, notamment comme dans les autres pays, c'est un code foncier. Et ce code foncier doit également réguler l'action pour que chaque personne qui veut acheter un terrain puisse trouver simplement le code foncier et de voir les dispositions pertinentes qui lui permettront d'avancer. L'urgence de la stabilisation du secteur foncier au Cameroun est un impératif catégorique tant les écueils liés à l'accès à la terre sont portés à induire une implosion sociale qui fait toujours le lit des conséquences irréversibles. Notre invité est sénateur depuis 2013. Avant cela, il a été régisseur des prisons centrales de Maroua, Douala, Bertoua et Yaoundé. Il a été directeur de l'administration pénitentiaire
au ministère de l'administration territoriale, mais également au ministère de la Justice. Au Sénat, il est vice-président de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Il est membre de la Commission des lois constitutionnelles. Il est chef traditionnel du village Ességagar, c'est dans l'arrondissement de Nanga-Eboko, dans le département de la Haute-Sanaga. Sénateur Jean-Marie Pomoni, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kemgo. Cela fait bientôt un mois que l'année scolaire 2024-2025 a été lancée. Avez-vous eu à mener pendant l'intercession des activités en faveur des jeunes? Oui, s'agissant de la rentrée scolaire, j'ai toujours fait ça. Vous savez, en 2013, vous l'avez dit, je suis en tout cas nommé sénateur. Ma première activité, c'était la remise des tables bancs à tous les établissements des écoles primaires de chez moi. J'ai remis le paquet minimum par-ci, les bourses aux meilleurs bacheliers de la Haute-Sanaga. Le représentant résident est avec moi tout le temps pour les formations en lien avec des attestations que on remet aux jeunes de chez moi. Donc, ma préoccupation, c'est les jeunes. Mais comme vous venez de le dire, cette année, j'ai plutôt opté pour les enfants socialement vulnérables. Parce que nous avons souvent l'habitude de faire des dons, on se donne des fournitures scolaires aux meilleurs enfants, aux meilleurs élèves, mais nous oublions un autre aspect, c'est que vous avez dans des établissements des enfants défavorisés, des enfants des orphelins, vous avez des handicapés, des déplacés internes, ils sont nombreux. Mais nous, j'ai travaillé en collaboration avec la délégation départementale des affaires sociales pour qu'ils fassent la sélection. Vous pouvez être handicapé et riche, vous pouvez être, je dis bien, orphelin, on vous a laissé des biens, vous êtes jeune, vous êtes riche, mais la sélection, c'était de trouver des indigents parmi les handicapés, des indigents parmi toutes cette catégorie-là, et c'est à eux que j'ai décidé de remettre des fournitures scolaires. Alors, combien d'enfants bénéficient de ce soutien-là? Le soutien portera sur 300 enfants défavorisés. Je dis bien 300 enfants, parce que nous avons visé cette fois-ci les écoles primaires, c'est-à-dire que du ressort de l'éducation de base. Donc environ 300. Mais choisi comment? Nous avons 7 arrondissements dans la Haute-Sanaga. Bon, nous allons faire venir à Nanga-Eboko les enfants qui ont été triés dans les arrondissements et solennellement, ils vont recevoir leur fourniture et le reste dans la ville de Nanga-Eboko. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes représentant des collectivités territoriales décentralisées avec comme commune d'attache la commune de Nanga-Eboko. Quels sont les échanges que vous avez eus avec l'exécutif communal de Nanga-Eboko et le sujet portait sur quoi exactement? Nous avons un problème, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Et nos échanges portent généralement sur les doléances que les élus locaux présentent aux sénateurs. Parce que le sénateur étant la courroie de transmission, l'occasion est donc faite pour que le sénateur collecte les doléances des conseillers municipaux lors de l'intercession et lors de la session la session du conseil municipal en question pour que ces doléances soient portées auprès des instances concernées. Et c'est ce que je fais. Vous savez, le maire a des relations un peu partout, mais lorsque le maire pose un problème quelque part, un problème de route, et que le sénateur vienne également dans la même institution appuyer ce que le maire a déjà commencé à faire, ça va aller plus vite. Vous parliez tout à l'heure de ce soutien que vous apportez aux personnes indigentes
du département de la Haute-Sanaga. C'est le reflet un peu de l'humanisme qui est le vôtre. On sait que pendant votre séjour comme régisseur des prisons, principalement de la prison centrale de Yaoundé, on a vu ce côté humaniste. Vous avez parlé de l'humanisation des prisons. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période que vous avez passée au niveau de la prison centrale de Yaoundé? Oui, vous savez, j'ai cela en moi. Vous savez, moi, j'ai transformé les prisons peut-être en un lieu où la prison cessait d'être un lieu de répression, mais plutôt un lieu de transformation. Le temps que j'ai passé dans les prisons, j'avais à cœur de transformer l'homme prisonnier en celui-là qui est entré étant mauvais, à un homme moins mauvais, un homme sur qui la société peut compter. Vous savez, quand quelqu'un a commis des infractions, il rentre dans un milieu carcéral. Bon, il est rejeté. Mais moi, je me suis dit, mais ce monsieur qui est rejeté, que peut-on faire pour lui? Il faut plutôt le prendre. Il faut plutôt l'amener à changer, à devenir moins mauvais, à devenir l'homme récupérable. Bon, cela s'est passé très bien et j'ai été écouté. J'ai été cet homme à qui beaucoup ont fait confiance. Parce que je faisais venir dans les prisons beaucoup d'experts en tel domaine ou en tel domaine pour venir parler aux prisonniers de certains maux qui minent la société. Je vous prends l'exemple. Il est aujourd'hui directeur au CHU, le docteur Ntoné. Il est venu pour parler aux prisonniers, par exemple, de la drogue. La drogue n'est pas une bonne chose, les conséquences de la drogue. Les exemples sont nombreux. Vous voyez parfois, le chef de l'État accorde des remises des peines aux prisonniers. Ils sortent. Mais un mois après, 2 mois après, on les revoit revenir. Mais monsieur, on vous a fait du bien, vous êtes sorti. Vous revenez faire quoi? Il faut travailler ce monde-là. Donc, sorti du milieu carcéral, je me suis également dit, dans la vie courante, dans la vie active, on peut aider les gens, aider les malheureux, aider les indigents, aider ceux qui ont des problèmes. Pourquoi faut-il qu'il y ait des inégalités? Pourquoi doit-on discriminer les uns et favoriser les autres? Pourquoi? À toutes ces questions, je me suis dit, cette fois-ci, il fallait aller dans ce domaine, il fallait humaniser le monde de l'éducation, parce que tout enfant a des droits. Cela fait un peu plus de 11 ans que vous êtes au Sénat, vous êtes à votre 3e législature. Quel bilan pouvez-vous faire de votre présence au sein de la Chambre haute du Parlement? Vous savez, nous sommes au Sénat pour essayer d'examiner les textes qui nous sont soumis. Ces textes, quand ils nous arrivent, nous les examinons d'abord en commission et puis en plénière. Le rôle que moi je joue au Sénat, c'est un rôle de quelqu'un qui travaille pour l'amélioration des textes que nous recevons. J'essaye, avec les autres, je ne suis pas seul avec les autres, de poser un certain nombre de problèmes quand c'est nécessaire à ceux qui viennent défendre les textes. Et en plus de ça, il y a ce que nous appelons des questions orales. Vous avez la route de chez moi, la route Yaoundé-Nanga et Boko. Vous allez là aujourd'hui, d'ailleurs, l'autre jour, une grande course cycliste est passée dessus. C'est pour dire que les choses se sont améliorées. Mais avant cela, nous avons le ministre des Travaux publics a eu chaud avec nous parce qu'à tout moment, on lui rappelait cette route, nous mettons 6 heures, 7 heures de temps pour arriver chez nous. Pourquoi cela? Et il nous donnait des réponses. Bon, il a pris le problème en compte et aujourd'hui, la route est là. On ne va pas oublier que vous êtes sénateur nommé par le président de la République. Vous avez bénéficié du 3e décret du président de la République, vous nommant comme sénateur à la Chambre haute du Parlement. Comment appréciez-vous cette confiance renouvelée du chef de l'État? Oui, la grande confiance, c'est d'abord que le président de la République est allé chercher quelqu'un du milieu carcéral. Vous voyez un peu ça. Parce que toutes les activités de la vie, se retrouvent dans un Parlement au Sénat.
Et c'est là qu'il est allé m'extirper. Et vous voyez, j'ai fait une première mandature, j'ai fait une seconde, les gens s'en doutaient, et la troisième, la voici. Donc, je ne peux que remercier le chef de l'État de cette haute confiance qu'il m'accorde, et je la lui rends également parfaitement. Je vous ai dit au départ que j'ai participé au niveau de la campagne des inscriptions sur les listes électorales parce que notre candidat, c'est le président de la République, le candidat naturel du RDPC, et je le lui rends bien. Je peux dire que j'essaie de faire de mon mieux pour que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit au niveau de ma localité d'origine, que j'essaye de satisfaire les uns et les autres par rapport à la position que j'occupe au Sénat. Il y a cette, on ne sait pas, on ne peut pas dire polémique, mais cette observation que d'aucuns font souvent, à savoir sénateur nommé, sénateur élu. Est-ce qu'au sein de la Chambre haute du Parlement, vous faites ce distinguo-là? Sénateur nommé, sénateur élu, nous sommes tous des sénateurs au même pied d'égalité. On ne peut pas dire qu'un sénateur nommé est le supérieur du sénateur élu et vice-versa. Toutefois, la petite nuance, c'est que le sénateur nommé est celui-là qui a la confiance directe du président de la République. Directe. Parce que vous ne pouvez pas être nommé si le président de la République n'a pas remué votre dossier plusieurs fois. Le président de la République a toujours la bonne information et c'est pour ça que le sénateur élu, il est élu par les populations, le peuple, et au niveau même du Sénat, l'élection se passe au niveau des autres élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, et voilà. Mais le sénateur nommé, c'est l'homme, la personne de confiance du chef de l'État. Le chef de l'État qui lui-même aura bénéficié de la confiance de la nation. Parce qu'il y a souvent parfois des petites équivoques, on dit « oh, ils ont été nommés ». Ben, ce qu'on oublie, c'est même ceux qui sont élus bénéficient également de l'investiture du chef de l'État. Alors, le moment de l'attente de ce décret, est-ce que c'est un suspense facile à vivre? Un suspense difficile à gérer. Et vous savez très bien que depuis 2013, il y a eu beaucoup de sénateurs nommés qui ne sont pas revenus. Bon, c'est vrai aussi que certains élus aussi ne sont pas venus. Mais le problème, c'est surtout au niveau de ce suspense. Est-ce que je reviendrai? Est-ce que je vais encore bénéficier de la confiance du chef de l'État? C'est pourquoi je vous ai dit que je dis vraiment merci. Merci de tout cœur au président de la République. Je demande à tous les Camerounais de le reconduire en 2025. Nous n'allons pas oublier votre casquette de chef traditionnel du village Ességagar. C'est dans l'arrondissement de Nanga-Eboko. Comment ça se passe là-bas? Pendant la session, il y a beaucoup de problèmes de contentieux. Et surtout, vous voyez, le contentieux le plus courant au pays aujourd'hui, c'est les disputes des terrains. Et lorsque l'interdiction arrive, on est libéré. On essaie donc de résoudre tous ces problèmes-là au niveau du village. Donc, je suis ce chef de village qui... mon village est à proximité de la gare. C'est pour ça qu'on l'appelle Essega Gare. Donc, j'essaie de faire mon travail avec mes notables pour qu'il y ait moins de contentieux dans le village, qu'il y ait beaucoup plus de propreté. Nous sommes un village qui est à proximité de la ville. Nous ne sommes pas très éloignés, mais ce village se porte bien pour le moment. Il nous est revenu que l'artiste Aïdjo Mamadou, décédé récemment, est de votre village. Et il nous est également revenu que vous préparez activement ces obsèques. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, effectivement, nous sommes en plein préparatif des obsèques
de notre frère Ahidjo Mamadou, De son vrai nom? de Meva Martin Magloire. Meva Martin Magloire, bon, vous savez, ça c'est le nom de pour le métier. Il est décédé, c'était le 20 octobre. Donc c'est un fils de Sega? C'est un fils de Segaga. Et toute la Haute-Sanaga est en train de se préparer pour lui rendre les derniers hommages. Parce que Ahidjo Mamadou, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la musique camerounaise. Il a hissé la musique camerounaise à un certain niveau. Il a tellement de fans parce que vous sentez les gens chanter, mais il y a moins de paroliers. Et il était tellement admiré parce que lorsqu'il vous dit, et c'est lui qui a pas dit aux Camerounais, levez les doigts pour ceux qui n'ont jamais péché là, levez dans le doigt. Et c'est resté. Il a des chansons, c'est un très grand parolier. Et vous savez, la vie et la mort vont ensemble. Il est parti et nous voulons vraiment honorer sa mémoire en organisant des obsèques dignes de ce nom. Je suis le chef de famille d'Ahidjo Mamadou. Nous faisons notre part au niveau de la famille, mais vous savez, c'est un artiste. C'est un artiste et les artistes sont en train de se préparer pour rendre les honneurs à leurs collègues, à leurs camarades qui est décédé. Nous allons avoir des veillées artistiques, avec beaucoup d'animation culturelle. Et je pense que à cela, tout va bien se préparer. Nous sommes en train de tout faire également pour voir la progéniture, parce que Ahidjo Mamadou Samba, mais il laisse 9 enfants. Il y a certains qui sont majeurs, d'autres sont encore tout petits. Nous allons tout faire pour que Ahidjo parti, au moins son patrimoine puisse être bien gardé par sa famille. Et des musiciens qui voudront bien, nous allons ensemble nous entendre pour que Ahidjo parti, que Ahidjo ne soit pas, qu'il soit parti physiquement, mais tout ce qu'il aura laissé, qu'on essaie de tout faire pour que ça marche bien. Nous allons sortir par la session de novembre qui se prépare. Vous revenez du terrain. Quelles sont vos attentes en rapport avec la dite session? Je suis confiant. D'autant plus qu'à la session de juin, c'était la session de débat d'orientation budgétaire. C'est-à-dire que nous nous préparons au mois de juin lors de ce débat pour le mois de novembre. Donc, nous avions déjà signalé au ministre des Finances nos préoccupations pour que nous ne revenions plus sur un... Vous savez, si le débat d'orientation budgétaire a été instauré, c'était justement pour que on ne revienne pas en novembre pour des choses qui auraient dû être préparées avant. Maintenant, au mois de juin, toutes nos préoccupations sont sur la table du ministre, qui a pendant cette période les examine. Et au mois de novembre, je pense que le ministre va nous donner satisfaction pour nos doléances. Et ces doléances, nous portons justement les préoccupations des populations, de nos populations dans l'ensemble. Sénateur Jean-Marie Pomoni, merci. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de vous parler de nos activités pendant l'intersession. Je vous remercie. Une fois de plus, merci à notre invité, le sénateur Jean-Marie Pomoni, d'avoir accepté de se prêter à nos questions. À vous, chers téléspectateurs, merci du temps que vous accordez à nous regarder. Rendez-vous à une autre édition.